Lumière. 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 Lumière sur l'ordinateur optique avec Éric Dujardin, directeur de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. On a tous et toutes un ordinateur depuis maintenant de nombreuses années. On en change régulièrement car ils ont de plus en plus de mémoire pour conserver de nombreuses informations, mais ils ont surtout une capacité de travail de plus en plus importante avec des temps de calcul et de réponse de plus en plus rapides. D'ailleurs, nous aurions énormément de mal à travailler avec nos vieux ordinateurs. Mais d'ailleurs, les ordinateurs basés sur l'électronique sont-ils la seule voie de développement ? Ou existe-t-il d'autres technologies ? Visiblement, oui. Nous avons la chance à Dijon d'avoir un laboratoire, l'Institut interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, dont une équipe travaille sur l'ordinateur optique. Je reçois aujourd'hui Éric Dujardin, directeur de recherche CNRS, qui va éclairer nos lanternes sur le sujet. Bonjour Éric, pouvez-vous nous expliquer en termes simples ce qu'est un ordinateur optique et comment il se distingue d'un ordinateur classique à base d'électronique ? Bonjour, oui, alors je vais essayer de donner les principales caractéristiques. L'ordinateur électronique utilisé aujourd'hui utilise des petits courants d'électrons à l'intérieur de fils qui sont ensuite modulés, changés par des transistors qui sont un peu l'élément central mais tout petit dans l'ordinateur électronique. Et un ordinateur actuellement, c'est un immense réseau de fils qui rejoint ces transistors les uns aux autres et qui constitue la partie qui calcule dans chacun de nos objets comme l'ordinateur, un téléphone. Et ces transistors sont devenus tellement petits aujourd'hui et on en a un si grand nombre qui sont absolument indispensables pour faire les calculs que les fils eux-mêmes sont petits et aujourd'hui dans votre poche, votre téléphone parfois chauffe et c'est parce que le courant électrique qui traverse ces millions de fils échauffe ces fils qui sont très petits. L'ordinateur optique, lui, ou tout au moins celui que nous essayons ici à Dijon de développer parce qu'il en existe plusieurs sortes, mais ce qui est commun à tous les ordinateurs optiques, c'est que à la place des courants électriques, on va utiliser l'optique, la lumière. Et c'est la lumière qui va devenir le support de l'information. Et donc, la question qui se pose, c'est comment faire calculer la lumière, puisque toute information qui transite, que ce soit une image, un texte, une vidéo, c'est en réalité des éléments d'information, des 0 et des 1 en binaire, qui doivent être calculés, multipliés, additionnés. Donc, un ordinateur, si on regarde sa fonction essentielle, première, la plus profonde, c'est de faire des calculs sur ces quantités. Et dans notre ordinateur optique, nous allons faire ces calculs-là sur un signal optique. Alors concrètement, quelles sont les bases de la transmission d'informations par la lumière et comment sont traitées les données ? Alors la lumière est utilisée depuis assez longtemps pour transporter l'information d'un point à l'autre de la planète et arrive jusque chez vous dans votre box à travers les fibres. Ce signal optique-là, on sait donc le transporter très loin, autrement dit, en perdant très peu d'énergie parce que sinon ça serait pas une technologie dominante. Et par contre, une fois qu'elle arrive dans votre box, vous avez peut-être remarqué que votre box s'échauffe aussi et la raison pour laquelle elle s'échauffe, c'est que le signal optique est transformé en un signal électrique qui est ensuite compris par votre ordinateur, votre télé ou votre téléphone. Et l'objectif de l'ordinateur optique, c'est de traiter directement le signal optique et de ne pas le convertir sous forme d'un signal électrique. Autrement dit, notre quantité élémentaire, notre objet, notre composant élémentaire va être capable de traiter directement l'information optique telle qu'elle arrive depuis les fibres. Alors pour cela, on peut dire qu'on peut se donner un objectif, c'est d'additionner deux nombres par exemple. Et aujourd'hui, les réseaux de transistors dont je parlais tout à l'heure, qui font ce calcul d'additionner deux nombres, le font à partir de circuits qui ont été imaginés par Claude Shannon en 1937. Et Claude Shannon partait du principe que tout ce qu'il avait à disposition, c'est des fils et des interrupteurs, ce que sont les transistors. Le principe, c'est un principe que nous on remet en cause dans l'ordinateur optique. En réalité, on va pas avoir des composants qui jouent le rôle d'interrupteurs. Ce qu'on va demander à nos composants, c'est de réaliser directement un calcul.
Donc vous entrez un signal et vous sortez le calcul plutôt que de faire circuler un signal d'un interrupteur à un autre interrupteur. Donc concrètement, ça signifie que le calculateur doit être un objet qui reçoit de l'information lumineuse, qui ressort de l'information lumineuse, mais cette information qui ressort est directement le résultat du calcul, n'est pas envoyée à un autre composant. Alors, j'imagine que l'ordinateur optique présente de nombreux avantages. Quels sont-ils? Alors, j'ai compris que déjà, visiblement, il ne chauffe pas par rapport au traditionnel ordinateur, mais quels sont les autres avantages qu'on pourrait imaginer? Alors, on espère qu'il ne va pas chauffer. Pour l'instant, il chauffe encore un peu parce que le support matériel, contrairement à la microélectronique qui utilise essentiellement des semi-conducteurs comme le silicium, par exemple, qu'on extrait du sable, nous, on va utiliser de l'or et cet or a des propriétés optiques qui sont bien connues quand on divise l'or aux petites tailles, puisque il a des propriétés optiques qui donnent la couleur des vitraux rouges, par exemple. Et donc, pour l'instant, aux petites dimensions, si on réalise le calcul directement et pas sous forme d'un signal qui ensuite transite par un fil, effectivement, l'échauffement va être minimal, mais surtout va être extrêmement compact, puisque au lieu d'avoir un ensemble de fils composants, tout va être réalisé dans cet objet qui est unique. Et donc, l'avantage, d'une part, c'est une consommation moindre d'énergie. D'autre part, on évite d'avoir cette conversion dont je parlais tout à l'heure entre signal optique qui arrive des fibres et puis un signal électronique que traite l'ordinateur. Donc c'est le deuxième point où on va économiser de l'énergie. Et troisièmement, c'est la vitesse. La lumière se déplace à une vitesse qui est bien supérieure à celle à laquelle les électrons peuvent se déplacer. Et donc on peut imaginer qu'une fois que cette technologie sera mûre, les calculateurs seront bien plus rapides puisqu'ils ne seront pas limités par la vitesse à laquelle se déplace la lumière dans ces matériaux. Alors du coup, pour réaliser tout cela, quels sont les défis principaux que vous devez relever pour imaginer quelque chose qui fonctionne comme on l'imagine actuellement avec nos ordinateurs? Alors on a un défi majeur qui est, comme je le disais tout à l'heure, les ordinateurs aujourd'hui sont conçus sur la théorie de Claude Shannon 1937. Autrement dit, ça fait 80 ans qu'on utilise une théorie qui a été raffinée avec toute l'industrie microélectronique qui a développé des composants de plus en plus petits et donc plus en plus nombreux dans un même objet, ce qui fait que votre téléphone tient dans votre poche et pas dans un semi-remorque. Mais ça suppose que l'architecture que vous utilisez pour faire cet ordinateur soit constituée d'interrupteurs, les transistors, et de fils. Et comme c'est cette hypothèse-là qu'on remet en cause, tout en faisant du traitement d'informations binaires de 0 et de 1, tel que l'a théorisé George Boole en 1857, on en reste à traiter de l'information binaire, mais sans l'aide de la théorie de Claude Shannon, et du coup, il faut réinventer la manière de concevoir nos composants. On n'a plus, en quelque sorte, un plan sur lequel s'appuyer pour créer nos calculateurs. Et donc, à l'heure actuelle, on développe cette technologie-là à partir d'une intuition que j'ai eue il y a une dizaine d'années, qui était d'utiliser une forme d'une petite plaquette d'or qui aurait été découpée sous une forme, alors on peut l'imaginer comme 2 hexagones, et on a montré que cette forme-là était capable de réaliser l'addition de 2 nombres, mais de 2 nombres tout petits, 1 plus 1, 1 plus 0. Donc on arrive à additionner jusqu'à 2 à peu près dans cette forme-là. Et la difficulté est que pour faire une addition de 2 nombres plus grands, quelque chose d'aussi simple qu'additionner 3 plus 3, je n'ai absolument aucune idée de la forme à donner à mon objet. Et donc, deviner quelle est cette forme-là, ça serait en quelque sorte inventer une nouvelle théorie qui remplacerait celle de Claude Shannon. Donc pour l'instant, se baser sur l'intuition, c'est quelque chose qui va être très long, très hasardeux. Et donc on met en place à Dijon, et c'est une des raisons pour lesquelles ce projet-là peut se développer à Dijon, c'est que à côté de mes collègues opticiens et théoriciens de l'optique et d'autres collègues en nanofabrication, on a pu s'allier avec des mathématiciens et des informaticiens spécialistes en IA, et on utilise, ou plutôt on crée de nouvelles IA qui vont être capables de nous déchiffrer la théorie qui remplacerait celle de Claude Shannon. Et donc l'idée là, c'est essayer de trouver les principes fondamentaux de la conception de cet ordinateur. D'accord. Et donc après, on peut imaginer que l'IA aussi vous propose
une panoplie de formes différentes à tester pour voir celle qui pourrait être la plus efficace pour telle ou telle fonction. Absolument, et c'est en réalité déjà le cas, puisque après une période un peu d'apprivoisement avec nos collègues d'IA, où il a fallu qu'on leur explique le concept et que nous on comprenne quels outils ils pouvaient développer, ça a pris à peu près 1 an. Les premières IA qui ont été développées ont été développées en incluant dans une IA les concepts qu'on voulait développer. Et ça, on l'a fait. J'ai passé 1 an à discuter avec une linguiste qui a essayé d'exprimer les concepts que je lui exposais sous forme d'un langage simple qui pouvait être traduit en langage machine. C'est ce qui a constitué peu de temps après le cerveau de notre intelligence artificielle, tandis qu'une autre intelligence artificielle était, elle, chargée de tester ces différentes formes. Et en l'espace de 6 mois, les premières formes sont sorties. Alors, elles n'étaient pas tout à fait adaptées parce que dans mon discours mon dialogue avec la linguiste, j'avais oublié quelques règles, donc on a un peu ajusté notre cerveau de l'intelligence artificielle. Et 1 mois plus tard, elle a sorti de nouvelles formes qui étaient jusqu'à 3 fois plus performantes que cette forme intuitive dont je parlais tout à l'heure, le double hexagone. Donc maintenant, on en a tout un tas. Alors elles ont des petits noms parce que c'est plus agréable pour nous. Il y en a qui s'appelle le Titanic, il y en a un qui s'appelle la Tente, un autre qui s'appelle le Canard. On a la baleine aussi. Et donc ces formes-là sont jusqu'à 3 fois plus performantes que le double hexagone pour additionner 2 nombres jusqu'à 1 plus 1 égale 2. Et depuis à peu près 2 mois, on a non plus un cerveau d'IA avec un calculateur d'IA, mais on en a 6 qui interagissent ensemble. 6 IA différentes, chacune est chargée d'une partie du problème. Et c'est les premiers résultats de cette IA un peu plus complexe là nous a proposé 2 formes qui n'ont pas encore leur nom, mais ça sera peut-être le caméléon et le poussin. 2 formes qui vont être réalisées sous peu dans des installations à Besançon avec un microscope particulier, et ensuite mesurées ici au laboratoire à Dijon, et qui seront, si tout va bien, conformément à ce que prédit l'IA, capables d'aller jusqu'à 3+3. Donc oui, l'IA est pour nous un outil particulièrement précieux pour accélérer cette recherche-là et ne pas faire de l'essai-erreur qui serait bien trop lent à mon goût. D'accord, l'intelligence artificielle peut vraiment vous faire gagner du temps et du coup aussi de l'argent de façon très importante. Existe-t-il en parallèle des recherches sur un matériau qui pourrait changer de forme et du coup qui pourrait répondre à plus de fonctions? Oui, alors on essaye plusieurs aspects de cette question-là. On pourrait effectivement transformer un peu les propriétés de l'or en lui appliquant, par exemple, en mettant au voisinage de notre petit ordinateur optique des électrodes qui viendraient perturber le comportement optique. Et comme le comportement optique de l'or est perturbé, sa réponse va être différente et donc le calcul qu'il va réaliser va être aussi différent. Il existe également des matériaux qui pourraient être modifiés. On pourrait penser utiliser le graphène par exemple, qui est un autre matériau dont les propriétés seraient assez similaires, même si techniquement c'est pas aussi facile à explorer. Donc pour l'instant les prototypes sont faits à base d'or. Alors justement, on parlait tout à l'heure du fait que cet ordinateur consommerait moins d'énergie. Moi, je pense aussi à la planète. Là, on parle d'or. Mais alors, si on imagine que il se développe dans quelques années, une dizaine d'années peut-être, est-ce qu'on manquera pas d'or ? Alors, d'une part, les quantités d'or qu'on utilise déjà à ce stade-là sont extrêmement petites. Par exemple, le calculateur sur lequel on travaille actuellement et qui réalise les additions jusqu'à 1 plus 1 ne prend pas beaucoup plus de place que ce qu'on pourrait faire avec une technologie électronique.
Mais vous avez raison, on pourrait anticiper une étape d'après et remplacer l'or par autre chose. Il se trouve que les propriétés de l'or qu'on utilise sont présentes dans d'autres matériaux moins onéreux, par exemple l'aluminium. On pourrait faire avec de l'aluminium, ça marcherait pas tout à fait avec les mêmes longueurs d'onde, avec les mêmes couleurs de la lumière, mais techniquement on pourrait le faire. Il faudrait le protéger, en quelque sorte le recouvrir d'une couche protectrice pour éviter qu'il perde ses propriétés. Je mentionnais tout à l'heure le graphène. Le graphène est un matériau à base d'atomes de carbone uniquement, donc une matière organique recyclable. Si on pouvait générer l'ensemble de l'environnement de cet ordinateur par des matériaux recyclables, on aurait de facto un ordinateur optique qui ne serait pas à base de matériaux rares et chers. Alors justement, ce futur ordinateur, s'il voit le jour, pourrait-il être utilisé par tout un chacun comme un portable, voilà, ou plutôt réservé à certains types d'usages? Est-ce que elle va remplacer ces technologies, éventuellement celles que nous utilisons, et quel rapport avec l'ordinateur quantique? Est-ce qu'il est en concurrence ou ça n'a rien à voir avec la choucroute? Vous avez raison, on dit ordinateur dans tous les cas, alors qu'en réalité, on a besoin de plusieurs types d'ordinateurs. Et aussi belle que soit la technique ou la technologie quantique qui aboutira un jour à des ordinateurs, je ne pense pas que l'ordinateur quantique sera utilisé pour des tâches communes, un traitement de texte ou regarder Internet. L'ordinateur quantique a des capacités de calcul extraordinaires qui seront dédiées à des problèmes ou des questions qu'il exige, comme la recherche de médicaments ou la résolution de problèmes particulièrement difficiles. Non, l'ordinateur optique auquel nous on pense, si on se projette très loin, est effectivement l'ordinateur qui viserait à remplacer les technologies actuelles de microélectronique qui sont dans votre téléphone ou dans votre ordinateur personnel, dont on sait que c'est une technologie qui, même si depuis 80 ans a fortement évolué, s'est fortement améliorée et est beaucoup plus puissante, on en connaît déjà les limites dures d'ici qui seront atteintes, et certaines sont déjà atteintes d'ailleurs. Et donc pour l'ordinateur qui m'intéresse moi, l'usage que je vise serait un usage assez commun mais moins gourmand en énergie. Toute la question est là. Alors, je vous remercie vraiment parce que c'est passionnant. Je pense qu'on pourrait passer l'après-midi et on va suivre de près l'avancée de vos recherches. Mais quel a été votre parcours? Parce que c'est très intéressant, mais comment on arrive à travailler sur un ordinateur optique? Alors la partie optique, c'est le physicien en moi qui a toujours été attiré par cet aspect-là, mais mon parcours est celui d'un jeune scientifique qui a toujours hésité entre physique et chimie, entre faire l'objet et l'étudier. Et donc j'ai commencé par des études à Paris qui alliaient physique et chimie à l'ESPCI, qui est une école qui permet d'aller vers la recherche et faire à la fois de la physique et de la chimie. Puis j'ai fait l'équivalent d'un master en chimie, j'ai fait une thèse en physique, j'ai fait ensuite un postdoctorat de nouveau dans un autre domaine de la chimie biomimétique, avant de commencer par la physique. Et donc j'ai été exposé à différentes communautés, et c'est en prenant ce que j'ai appris dans ces différentes communautés que je me suis intéressé au traitement de l'information à petite dimension, donc à l'échelle nanométrique, et en particulier, alors pendant longtemps en traitant un signal électrique, et puis j'ai été exposé à des concepts d'électronique moléculaire que j'ai ensuite transposé à l'optique. Et donc un aspect important est de mélanger, pour moi, et de mélanger les cultures entre physique, chimie et parfois même la biologie, qui est un autre aspect de mon activité, mais aussi les cultures telles que se fait la science dans différents pays, puisque j'ai été en France, au Japon, aux États-Unis et en Angleterre. Et donc ce que je fais aujourd'hui est un peu l'héritage de ce parcours-là, et j'encourage vraiment tous les jeunes qui seraient intéressés par la science à explorer des domaines, puisque c'est souvent à l'interface entre deux domaines que les choses sont les plus passionnantes. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. C'était Lumière sur l'ordinateur optique avec Éric Dujardin, directeur de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne.